Aujourd'hui, dans De l'ombre à la lumière, les Vikings. Impitoyables guerriers des mers. Leurs talents de navigateurs leur ont permis d'atteindre l'Amérique longtemps avant Christophe Colomb. Mais quel était leur secret? Étaient-ils guidés par un instrument magique aujourd'hui disparu? La légendaire pierre de soleil. Mais d'abord, une mystérieuse relique. Vénérée par les Incas pour son pouvoir mystique. Protégée par un ordre de moines guerriers. Le message codé d'une civilisation antique peut-il être caché dans ces cordes nouées? C'est comme si les esprits des Incas nous parlaient d'outre-tombe. Depuis 15 ans, l'anthropologue Sabine Hyland tente de percer les mystères du code des Incas. Elle pense qu'il est caché dans l'une des plus anciennes reliques de leur civilisation. Le musée Larco à Lima possède une collection exceptionnelle. Parmi ces objets incas, une série de cordes nouées suspendues à un fil qui ressemble à un immense collier. C'est ce qu'on appelle un quipu. Pour les descendants des Incas qui peuplent encore les montagnes, les quipus sont des objets sacrés, dotés de pouvoir. C'est très frustrant de regarder ces cordelettes et de réaliser que les secrets de toute une civilisation sont dans leurs nœuds. Et on ne peut pas les lire. Pendant des années, les historiens ont pensé que les quipus n'étaient que des systèmes de calcul, des sortes de bouliers en cordage. Sabine Hyland pense qu'ils sont plutôt un système d'écriture en 3 dimensions. Des mots seraient encodés dans les couleurs des fils, le type de nœud et peut-être même la torsion des cordes. Regardez, c'est magnifique. Ces nœuds et ces cordes pourraient nous en apprendre beaucoup sur les Incas, leur religion, leur mythologie, leur histoire, et même des détails sur leur sacrifice humain. Très peu de quipus sont parvenus jusqu'à nous. Quand les Espagnols ont conquis le territoire inca, l'Église catholique a déclaré qu'ils étaient l'œuvre du diable. Les quipus ont donc été brûlés. Et c'est toute une part du savoir antique des Incas qui est partie en fumée. Sabine Hyland est à Lima pour enquêter sur un ordre monastique très ancien, celui des Mercédaires. Pendant la conquête espagnole, tandis que d'autres détruisaient les quipus, les moines de l'ordre de Notre-Dame de la Merci ont peut-être appris à les décoder. Avant de retrouver son contact à Lima, la scientifique appelle Franck Salomon, spécialiste des Mercédaires, pour en savoir un peu plus. Franck, dites-moi qui étaient les Mercédaires. Parmi les grands ordres religieux chargés de la christianisation du Nouveau Monde, on peut dire que les Mercédaires étaient les gros bras. À la base, leur mission n'était pas tant de ramener les païens dans le droit chemin que de sauver les chrétiens tombés entre les mains des armées islamiques ou des autochtones. Donc, les Mercédaires étaient des durs à cuire, des sortes de forces spéciales religieuses. C'est une très bonne analogie. Des forces spéciales religieuses. Envoyer les Mercédaires, c'était comme ordonner un raid des forces spéciales en hélicoptère. Ils avaient le droit de porter des armes. C'étaient des moines armés. Dans chaque grande église mercédaire, il y a au moins un padré qui se consacre à l'étude des archives. Je suis sûr que Lima ne fait pas exception. Les Mercédaires ont encore un monastère à Lima.
Au XVIe siècle, ils étaient très actifs au Pérou. Loin du contrôle de Rome, ils ont commencé à prendre quelques libertés. Ils ne suivaient pas toujours les règles officielles du catholicisme. Beaucoup auraient même eu des enfants avec des péruviennes. Ils avaient le droit de tuer et protégeaient farouchement leur indépendance. Ils étaient aussi très proches des Incas, dont ils avaient appris la langue et la culture. Sabina Eland poursuit son enquête dans l'église Notre-Dame de la Miséricorde, dans l'une des rues les plus passantes de Lima. À l'époque, le roi d'Espagne Philippe II avait menacé de démanteler cet ordre de moines guerriers indisciplinés, à moins qu'il ne s'amende. Aujourd'hui, il reste un petit nombre de mercédaires réformés. Oui, qui demandez-vous? Je viens voir le père Sol. Un instant. Un monastère est caché derrière l'église. Entrez. Merci beaucoup. Il a été construit en 1535 et aujourd'hui il y reste 12 moines mercédaires. Le père Saul, gardien des archives du monastère, a bien voulu rencontrer Sabina Eland. Il connaît bien les quipus et peut raconter les scènes dont ses confrères ont été les témoins autrefois. On dit que les Incas plus âgés apportaient des quipus pendant les leçons de catéchisme pour noter les sermons et tout ce que le prêtre disait. C'est comme ça que les autochtones apprenaient la doctrine et qu'elle était transmise à tout le monde. Ça prouverait que les quipus ne donnent pas juste des chiffres, mais sont aussi des documents conceptuels et littéraires. Ce système mis au point par les Incas était, semble-t-il, assez élaboré pour expliquer des idées religieuses, à la manière des textes écrits modernes. Le contenu des quipus pourrait donc être sans limite. Le père Saul emmène Sabina Eland jusqu'aux archives du monastère. Il lui montre un livre rédigé au XVIe siècle par un prêtre qui explique la fonction des nœuds et des cordages. Ces quipus étaient un système de nouage. Avec ces nœuds, ils racontaient les événements de leur époque et décrivaient chaque souverain inca avec le nombre d'enfants qu'il avait, s'il était bon ou mauvais, courageux ou lâche, qui il avait épousé et quelle terre il avait conquise. Le prêtre du XVIe siècle affirme qu'il est capable de déchiffrer et de traduire les quipus. Ceux qui existent encore de nos jours pourraient livrer une foule d'informations sur l'Empire Inca. Tout vient de là. Et en étudiant les quipus, j'ai pu les comprendre et connaître les secrets et le passé de ce royaume. Après des années de recherche, Sabina Eland est persuadée que ces cordages ne sont pas déchiffrables comme un alphabet occidental, où les nœuds représenteraient des lettres ou des syllabes. Ils seraient plutôt comparables à des notes sur une partition musicale. L'anthropologue se lance sur une nouvelle piste. Franck Salomon lui a parlé d'un quipu très ancien, encore utilisé dans un petit village. Pour y accéder, il faut parcourir 500 km dans la cordillère des Andes. Les petites routes montent à plus de 4000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Finalement, Sabina Eland arrive dans le petit village de San Cristobal de Rapaz. Il est peuplé de fermiers et de bergers et garde la trace de son lointain héritage inca.
Bonjour. Le quipu du village est toujours utilisé pour les rituels religieux. C'est un objet sacré, et peu d'étrangers ont eu le privilège de le voir. Les anciens du village ont accepté de laisser la scientifique entrer dans l'enceinte où il est entreposé depuis des siècles. C'est ici. Vous allez pouvoir le regarder. Je vais soulever la couverture. Voilà le quipu. C'est incroyable. C'est la plus grande collection de quipus du monde. C'est absolument exceptionnel. Et ce qui est le plus précieux, c'est qu'il est conservé et entretenu par cette communauté indienne. Et pas parce qu'un étranger est venu leur dire de le garder. Presque tous les autres quipus qu'on a dans le monde sont dans des musées ou des collections privées. Mais celui-ci est toujours sacré aux yeux des gens qui l'ont créé. Pour les Indiens des Andes, un quipu est bien plus qu'une relique. Il a aussi des pouvoirs extraordinaires. Les quipus sont comme un centre de commande ou un ordinateur. Ils contrôlent tout. Les animaux, les gens. À l'époque des Incas, les Tchaskis couraient pour porter les quipus d'un village à l'autre. Il n'y avait pas encore de stylo et de papier. Les gens utilisaient les nœuds. Chaque nœud avait une signification. Vous savez ce qu'il signifie, celui-là? Non, on ne sait pas le lire. D'accord. C'est drôle parce qu'ils ne peuvent pas interpréter ce quipu. Et pourtant, il pourrait contenir plus de 1500 informations. Mais on ne sait pas les déchiffrer. Imaginez si on pouvait percer ce code. Ce serait incroyable. Cette piste aboutit à une impasse. Les cordes incas sont bien utilisées, mais comme objet rituel. Elles ne servent pas à communiquer. Si les villageois vénèrent leur pouvoir mystique, ils ne savent pas ce qu'elles racontent. Dans ce village, les quipus sont au centre de la vie religieuse. C'est comme si les gens d'ici nous disaient que la communication elle-même est sacrée. Elle appartient au domaine des dieux et pas juste à celui des humains. Les cordes très complexes de San Cristobal des Rapaz restent muettes. Pour l'instant, impossible de savoir ce qu'elles disent des Incas. Pour les déchiffrer, Sabine Island a besoin de trouver un quipu associé à un texte espagnol. Elle pourrait ainsi en déduire le système d'encodage. Elle repart donc sur la route. On lui a parlé d'une vieille église coloniale dans un village andin encore plus reculé. L'église aurait un objet appelé table de quipu, réalisé par des moines mercédaires, qui pourrait être la clé du code. Pour arriver au village, il faut faire 11 heures de voiture. La route en terre battue monte à plus de 5000 mètres d'altitude, en longeant des falaises à pic et en serpentant le long de virages aveugles. Finalement, Sabine Island arrive à destination dans un petit village de 500 habitants. Elle se rend immédiatement dans l'église. Excusez-moi, Oui, on m'a dit qu'il y avait une table de quipu dans cette église. un quipu? Ça ne me dit rien. C'est comme une planche avec des cordelettes dessus. Des petites ficelles sur le côté? C'est ça. Oui, il y en a un. Ah oui? Et vous savez où il est? Venez, je vais vous montrer.
Les efforts de la scientifique sont récompensés. La jeune villageoise la conduit chez l'institutrice du village. Asseyez-vous. Merci. Je vais la chercher. L'institutrice a conscience de l'importance de cette relique et l'a toujours soigneusement cachée, jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est beau. Je n'arrive pas à en croire mes yeux. Après tout ce temps, ça pourrait être la pierre de Rosette des Quipu. C'est magnifique. C'est un moment très émouvant. La table contient des colonnes de cordelettes, chacune nouée différemment. Et juste à côté, des mots et des phrases en espagnol. Regardez, on voit qu'on a des cordes et à chaque fois un mot qui lui correspond. Sur 3 colonnes, de haut en bas. Si je peux comprendre le lien entre la corde et le mot, je pourrais déchiffrer cette table. Et ça nous aiderait à lire les autres Quipu, ce qui nous permettrait de comprendre les secrets des Incas. Mais en y regardant de plus près, Sabine Highland réalise que certaines écritures sont partiellement effacées et très difficiles à lire. C'est tellement abîmé que c'est illisible. Il y a du guano de chauve-souris et de la terre. L'encre est passée. Si je ne peux pas lire tous ces mots, je ne pourrai pas déchiffrer la table. Il faut faire appel à un spécialiste. La scientifique contacte Jean Ware, expert en ingénierie à l'université de l'Utah. J'ai mis la main sur un texte absolument incroyable. Tu vas adorer, mais il y a des portions que je ne vois pas. Dessous, il y a ce disque qui contient plusieurs filtres. L'idée, c'est de photographier les 6 couleurs du spectre visible, celles qu'un humain peut percevoir. Mais on aura aussi les 6 couleurs du spectre infrarouge. Et en combinant ces 12 couleurs, on espère faire ressortir plus de détails sur cette table. Donc tu es en train de me dire qu'on pourra voir des mots effacés? En tout cas, on va essayer. Même avec le scanner multispectral, il ne sera peut-être pas possible de faire apparaître toutes les inscriptions cachées. À l'aide du filtre infrarouge, Jean Ware cible des zones abîmées. Ici, on a une section couverte de terre. Je vais l'agrandir pour que tu vois si tu arrives à identifier des lettres. Ah oui, je sèche sur ce passage depuis longtemps. Et maintenant, on voit bien les mots qui sont écrits. Des inscriptions, invisibles depuis des siècles, semblent surgir de l'oubli. C'est vraiment incroyable. Maintenant, tu vois le résultat. On a un nom juste là. Qu'on ne voyait pas à l'œil nu. C'est un nom féminin, ce qui était invisible. Ce mot était impossible à lire à l'œil nu. Et là, on voit que c'est écrit Sabina. Quand on observe cette section avec un filtre infrarouge, on voit clairement des inscriptions au crayon. Ce sont des traces faites avec le graphite d'une mine de crayon. Depuis qu'on a commencé à étudier cette table il y a quelques jours, j'ai compris qu'elle était plus complexe qu'on ne le pensait, notamment à cause des structures de cordelettes. Il a fallu plus de 20 ans pour déchiffrer les hiéroglyphes égyptiens de la pierre de Rosette. Et avec les Quipu, Sabine Highland n'est qu'au tout début de ce processus. Mais elle pense détenir enfin la clé qui lui manquait pour percer les secrets des Incas. Avec ton aide, Jean, je pense qu'on va pouvoir lire cette table et comprendre le code des Quipu.
Pour la première fois, l'histoire de l'Empire Inca pourrait être racontée non par les envahisseurs espagnols ou les historiens modernes, mais par les Incas eux-mêmes. Les Vikings. Des guerriers scandinaves qui faisaient régner la terreur sur les mers. Considérés comme des barbares sanguinaires, c'étaient avant tout de grands marins qui ont mis le pied en Amérique bien avant Christophe Colomb. Les historiens ignorent toujours comment ils ont fait. Leur saga raconte qu'ils croyaient au pouvoir de cristaux magiques. Selon la légende, ces pierres ont guidé les Vikings sur les mers. Aujourd'hui, une femme se lance sur la piste de la mystérieuse pierre de soleil des Vikings. Depuis des années, Suzanne Akesson tente de comprendre comment les oiseaux migrateurs se repèrent pour parcourir de longues distances. Celui-ci est un grand migrateur. Il part d'ici, dans le sud de la Scandinavie, pour voler jusqu'en Afrique orientale et continuer vers le sud et l'Afrique australe. Donc il fait de très longs voyages. Suzanne Akesson est elle-même d'origine viking. Elle veut enquêter sur un mystère. Comment ses ancêtres ont-ils réussi à naviguer sans carte sur des mers inexplorées? Je suis fascinée par leur histoire, leur mode de vie et les techniques de navigation. Ils faisaient de très longs voyages et revenaient toujours à bon port. Donc on se demande comment ils s'orientaient. L'époque des Vikings a duré de la fin du 8e au milieu du 11e siècle. C'étaient les guerriers les plus redoutés du haut Moyen-Âge. Les récits oraux de leurs batailles et de leurs épopées ont été transmis de génération en génération sous la forme des sagas nordiques. L'une d'elles, la saga de Saint Olaf, donne un indice étonnant sur la manière dont ils allaient jusqu'aux frontières du monde connu. Le temps était très nuageux. Il neigeait. Saint Olaf, le roi, ordonna que quelqu'un aille scruter le ciel, mais on n'apercevait aucun endroit clair. Alors le roi sortit sa pierre de soleil, regarda le ciel et vit d'où venait la lumière, ce qui lui permit de deviner la position du soleil invisible. Pour un scientifique, la notion d'une pierre magique guidant les Vikings et les protégeant du danger n'est pas plausible. Et pour l'instant, Suzanne Akesson manque de preuves tangibles. Pour commencer, elle doit établir jusqu'où ses ancêtres ont navigué à l'époque. Elle part vers l'ouest, sur l'Øresund-bron, le plus long pont routier d'Europe entre la Suède et le Danemark. Elle se rend à Copenhague pour consulter une carte du monde du Haut Moyen-Âge, le terrain de chasse des Vikings. Je crois que les Vikings utilisaient la carte du Vinland. Mais en fait, je n'en sais pas grand-chose. René Larsen, de l'Académie royale danoise des beaux-arts,
est l'un des plus grands spécialistes de l'histoire et de l'interprétation de la carte du Vinland. Bonjour René. Enchantée. Enchanté. Que pouvez-vous me dire sur la carte du Vinland? Certains experts considèrent que cette carte est un faux. Mais pour René Larsen, l'analyse du parchemin et de l'encre prouve que le document date du début du XVe siècle. Une chose est sûre, les Vikings avaient disparu depuis longtemps. Ça veut dire que ce n'est pas une carte viking et qu'elle a été faite après? Oui. Elle a été dessinée 400 ans après l'époque des Vikings, mais cette partie de l'Atlantique Nord, avec l'Islande et le Groenland, est basée sur les connaissances des Vikings. Comment sait-on que c'est basé sur leurs connaissances? Parce que ça fait référence à ce que disent les sagas. Ça y fait référence. Oui. Et les noms mentionnés sur la carte sont aussi dans les sagas. Les sagas nordiques et la carte du Vinland évoquent des raids vikings sur des villes aussi lointaines que Constantinople et Jérusalem. Au sud, ils sont allés jusqu'aux rives d'Afrique du Nord. Dans le Grand Nord, ils ont conquis l'Islande et le Groenland. Et à l'ouest, ils ont traversé l'Atlantique. Ils ont atteint une terre qu'ils ont baptisée Vinland, mais que nous connaissons sous le nom d'Amérique du Nord. Donc les Vikings connaissaient cet endroit, Exactement. bien avant Christophe Colomb. Oui. Il existe des preuves archéologiques du passage des Vikings au Vinland. Les vestiges d'un village nordique qui aurait été fondé vers l'an 1000 ont été découverts à Terre-Neuve. Ils étaient là 5 siècles avant l'arrivée de Christophe Colomb. Ce qui intrigue Susanne Akesson, c'est comment les marins nordiques ont réussi à faire des milliers de kilomètres à travers les eaux déchaînées de l'Atlantique Nord. Nous savons qu'ils n'avaient pas de boussole magnétique. Mais la thèse d'un instrument appelé pierre de soleil est-elle crédible? Pour le savoir, Susanne Akesson doit se mettre dans la peau d'un navigateur de l'époque. Elle arrive dans l'ancien port viking de Roskilde, à l'ouest de Copenhague. Elle va faire un tour sur une réplique du bateau le plus sophistiqué et le plus redoutable du Haut Moyen-Âge. Aucun navire ne pouvait rivaliser avec les dracars. Ils étaient conçus pour être rapides et maniables. Leur coque fine et peu profonde était idéale pour accoster rapidement sur les plages et donc lancer les raids d'éclairs qui ont fait la réputation des Vikings. Esben Jessen connaît parfaitement ce drakkar, baptisé Lothar. Il était là pour son voyage inaugural en 2000. Comme ce bateau fait 26 tonnes de plus, ses mouvements sont très lents. On le met sous le vent, et dès qu'on voit l'avant de la voile claquer, on le change de position pour revenir sous le vent, la voile gonflée. C'est facile, on s'ajuste. Les Vikings ont mis au point les meilleurs bateaux d'Europe sur des générations. Susanne Akesson espère qu'Esben Jessen pourrait lui en dire plus sur leur technique de navigation.
Les Vikings devaient avoir confiance en eux. Ils savaient que quand ils partaient sur l'océan, ils pourraient rentrer chez eux. Oui, ils n'étaient pas stupides. Et bien sûr, ils ont perfectionné leur technique de navigation au fil du temps, génération après génération. À chaque fois que l'un d'eux partait en exploration, il revenait avec de nouvelles connaissances. Il y a beaucoup d'histoires qui racontent des voyages d'un endroit à un autre. Elles ne disent pas comment ils naviguaient, mais ce qu'on voyait en cours de route. La tradition voulait que les chefs vikings soient inhumés avec leurs dracars, entourés de leurs biens les plus précieux. Pourtant, dans les fosses funéraires, on n'a rien retrouvé ressemblant à la fameuse pierre de soleil. En revanche, il y avait d'autres objets intrigants. Voilà une boussole cadran solaire. On l'a utilisée avec ce bateau pour aller de Roskilde à Édimbourg, en Écosse. C'était notre boussole. Vous voyez, il y a un petit clou qui dépasse au milieu et fait une ombre. Le matin, quand le soleil est encore bas à l'horizon, l'ombre est très longue. Plus il monte dans le ciel, jusqu'à midi, plus l'ombre raccourcit. À midi, elle est là. Ensuite, quand le soleil se couche en fin de journée, l'ombre rallonge de nouveau. Comment fait-on pour naviguer? On oriente le bout de l'ombre. Oui, la pointe de l'ombre doit toucher la ligne tracée sur le disque en bois. Vous voulez essayer? Oui. Et puis je la lève. Oui. Je tourne par là. Je touche la ligne avec la pointe de l'ombre. Exactement. Je dirais que le nord est dans cette direction. Vérifions si la boussole magnétique moderne dit la même chose. Parfait. À l'époque, les mers du Nord étaient déjà très dangereuses, à cause des tempêtes, du brouillard et plus généralement du mauvais temps. Pourtant, quelque chose donnait aux Vikings assez d'assurance pour entreprendre des voyages de plusieurs milliers de kilomètres, faire du commerce ou piller des villages, avant de rentrer chez eux en toute sécurité. Pour pister les oiseaux migrateurs, Susan Akeson peut compter sur la technologie radio et satellite. Mais pour suivre ses ancêtres, elle doit remonter dans le temps et se plonger dans les sagas nordiques. L'université de Copenhague possède l'une des plus grandes collections de manuscrits anciens. La scientifique va consulter une saga du XIIIe siècle qui contient une référence directe à la pierre de soleil. La saga de Saint Olaf est écrite en vieux norrois, une langue morte depuis très longtemps. Pour espérer la déchiffrer et récolter des indices, Susan Akeson a demandé l'aide de deux spécialistes, Matthew Driscoll et Annette Lassen. C'est dans ce texte qu'un passage parle de la pierre de soleil. Je vais demander à Annette de nous le lire. Le temps était très nuageux. Il neigeait. Saint Olaf, le roi, ordonna que quelqu'un aille scruter le ciel, mais on n'apercevait aucun endroit clair. Alors, le roi sortit sa pierre de soleil, regarda le ciel et vit d'où venait la lumière, ce qui lui permit de deviner la position du soleil invisible. La référence est claire. La saga parle de l'utilité de la pierre de soleil comme outil de navigation, mais sans donner de détails sur sa nature même. Dans ce passage, on n'explique pas ce qu'est la pierre de soleil. Oui, dans cet extrait, l'auteur de la saga écrit juste « Le roi sortit sa pierre de soleil ». C'est un peu comme si on disait aujourd'hui
et il sortit son téléphone portable. C'est un objet qui devait être familier à l'époque. Cela signifie aussi que les gens connaissaient le mot Solarstern, même s'ils ne savaient pas ce que c'était exactement. Ils devaient juste se dire que c'était un objet qui servait à localiser le Soleil. Pourtant, l'interprétation des textes nordiques demande quelques précautions. Je dois préciser que dans les sagas islandaises, on croise toutes sortes de pierres magiques. Certaines font référence à des pierres dans lesquelles on pourrait lire l'avenir. Des sortes de boules de cristal, si vous voulez. D'autres récits nordiques pourraient être plus instructifs. Dans la littérature en vieux norrois, il y a une dizaine de références à un objet appelé pierre de soleil. On a par exemple une des sagas des évêques qui dit « L'évêque possédait une pierre de soleil et elle lui fut dérobée. Mais les voleurs la jetèrent inconscients de sa valeur. » Mais on ne dit pas à quoi elle servait et pourquoi elle avait de la valeur. Seulement que c'était un objet très précieux. Donc j'ai bien peur qu'on ne soit pas plus avancé sur la véritable nature de ces pierres de soleil. Les sagas laissent penser que les Vikings naviguaient en se fiant à la position du soleil. Ils pensaient qu'une pierre dotée de pouvoirs magiques pouvait servir à le localiser, même quand il était caché par la couverture nuageuse. C'est une légende fascinante, mais l'enquête scientifique est de retour à la case départ. Les études de Susan Akesson sur les oiseaux migrateurs lui ont appris qu'ils parcouraient de longues distances, malgré les nuages et les bancs de brouillard. Peut-il y avoir un lien entre les aptitudes des oiseaux et les talents de navigateurs des Vikings ? Les sagas islandaises disent que les Vikings utilisaient les pierres de soleil pour connaître la direction du soleil, même par temps couvert. Ça ressemble beaucoup à ce que les oiseaux savent faire. Ils peuvent repérer le soleil en s'aidant de la lumière polarisée, même quand il y a des nuages. Nous, on ne le voit pas, mais les oiseaux aussi. Le phénomène de la polarisation est visible grâce à ce genre de filtre. Là, aucune lumière ne peut traverser. Et là, la lumière polarisée linéairement passe. D'après Susan Akesson, les oiseaux fonctionnent grâce à ce système. Ils filtrent la lumière solaire polarisée pour connaître sa position. Cette spécificité optique permet aux oiseaux de se repérer pendant leur migration. Ce que je voudrais savoir maintenant, c'est si les Vikings utilisaient la polarisation, comme les oiseaux, pour savoir où se trouvait le soleil par temps nuageux. C'est peut-être à ça que servait la pierre de soleil. Les Vikings naviguaient sur les navires les plus avancés de leur époque sur le plan technologique. Avaient-ils aussi mis au point une méthode tout aussi sophistiquée pour guider leurs dracars ? Étape suivante de l'enquête, le Muséum d'histoire naturelle du Danemark. Susan Akesson va rencontrer Tonsi Balic-Zunic, l'un des plus grands minéralogistes du pays. Bonjour Suzanne. Bonjour. Bienvenue. Merci. Il s'agit de savoir si des minéraux translucides pourraient avoir les mêmes propriétés que le filtre polarisant. On peut se demander s'il y a quelque chose dans la nature où on pourrait voir ce phénomène. Et la réponse est oui. Je vais vous montrer le meilleur exemple. Voici un morceau de calcite, du spat d'Islande. Le minéralogiste montre le comportement étonnant du spat d'Islande
quand la lumière traverse le cristal. Regardez ce qui se passe. Quand je fais tourner le cristal, on constate un phénomène intéressant. Vous voyez les deux images. Il y en a une qui reste en place et l'autre qui tourne. Ah oui. Le secret réside dans une propriété physique appelée biréfringence, une double réfraction de la lumière à travers ce type de cristal. À l'époque, le spat d'Islande était très rare. On en trouvait dans une seule région du territoire des Vikings. Dans cette salle, il y a quelque chose qui vient d'Islande et que je veux vous montrer. D'accord. Tous les cristaux de cette vitrine viennent du même endroit. Si la calcite, ou spat d'Islande comme on l'appelle, était utilisée par les Vikings, elle devait venir d'Islande. D'accord. Vous pensez que les Vikings la connaissaient? Ils avaient colonisé l'Islande. Donc à partir de ce moment-là, ils ont très bien pu en trouver. Tonsi Balic Zunic pense que les Vikings ont pu découvrir les étranges qualités optiques de ces cristaux. Donc on est peut-être devant la pierre de soleil des Vikings. Oui, c'est possible. Pourquoi pas? C'est extraordinaire de se dire que longtemps avant les travaux scientifiques sur la calcite, des gens savaient déjà l'utiliser et comprendre ce phénomène. De retour sur le bateau, Suzanne Akesson et Esben Jessen veulent maintenant tester le spat d'Islande en conditions réelles. Si vous regardez à travers la partie inférieure, vous devez voir une petite portion de ciel bleu juste au-dessus de vous. D'accord. Peu importe que le soleil soit sous l'horizon ou caché par les nuages, on a juste besoin d'un petit coin de ciel bleu au-dessus. Il y a un petit triangle sur le cristal. Les contours de ce triangle donnent deux ombres distinctes qu'on voit en bas. Quand je tourne le cristal, la couleur des ombres change. Dès qu'elles sont de la même teinte de gris, on a la direction du soleil. Ça peut être très utile quand le soleil est invisible à cause des nuages, ou quand il est déjà couché et qu'il reste juste 1 ou 2 heures de luminosité, mais qu'on ne sait plus exactement de quel côté il est. C'est fiable à quelques degrés près. Ainsi, le spat d'Islande aurait pu aider les Vikings à atteindre les côtes américaines des siècles avant Christophe Colomb. Mais on ne sait toujours pas si c'est bien la légendaire pierre de soleil. Tout le monde discute pour savoir ce qu'était ce cristal. Et personne ne peut répondre avec certitude. Tant que les archéologues n'auront pas exhumé l'un de ces objets, dans un drakkar funéraire ou un ancien village, le mystère restera entier sur la nature et les pouvoirs de la pierre de soleil.